On va parler musique. La musique, de quelle manière est-elle protégée? Alors, la musique, en tant qu'œuvre de l'esprit, elle est naturellement protégée par le droit d'auteur. C'est-à-dire que du seul fait de la création, l'œuvre va être protégée par ces fameux droits patrimoniaux, c'est-à-dire les droits d'exploitation, également les droits moraux, qui eux sont perpétuels, ils ne s'éteignent jamais. Donc ça peut paraître étonnant, et on est là aussi pour déconstruire un petit peu les idées reçues, mais l'œuvre, je n'ai pas besoin de la déposer quelque part pour qu'elle soit protégée. L'auteur jouit du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporel, exclusif, opposable à tous. Cet article du Code de propriété intellectuelle indique qu'il y a une protection spontanée, naturelle, automatique. C'est vraiment l'esprit très romantique à la française par rapport à notre droit d'auteur. L'œuvre va être naturellement protégée à partir du moment où elle est bien matérialisée. Elle ne doit pas rester en germe dans l'esprit de l'auteur. Donc je l'ai sortie, pas forcément sous la forme finale, mais déjà les éléments constitutifs de ma mélodie, de ma musique, que ce soit sur partition ou par exemple sur mon ordinateur. Et il faut également un critère d'originalité pour que l'œuvre soit bien protégée par les droits d'auteur. Pour la musique, on va considérer qu'elle ne doit pas être trop banale, trop simple. La simplicité de la composition harmonique, mélodique ou rythmique va chasser ce critère d'originalité. Pour que mon œuvre soit bien protégée par les droits d'auteur, elle doit être originale. Et c'est ça qu'on met en avant pour qualifier une œuvre protégée par les droits d'auteur. D'accord. Donc, moi, là, demain, je fais une vidéo, j'entends une musique que je vais utiliser. Tout de suite, il faut que je me pose cette question d'originalité. Et si Oui, effectivement elle me plaît, on peut supposer que c'est parce qu'elle est originale et que donc peut-être, elle est tout à fait, protégée. tout à fait. Mais D'accord. je dirais, effectivement, il n'y a pas un organisme qui va valider l'originalité à partir du moment où l'auteur va la composer. Ça va être dans le cadre de contentieux, l'auteur va bien prouver qu'il est titulaire des droits d'auteur, que c'est bien lui qui l'a composé, qui a un droit de paternité, et que pourquoi son œuvre est originale. Donc il va mettre en œuvre toutes les dimensions de choix arbitraires, de choix esthétiques particuliers qui a conduit à la composition. C'est pas moi qui vais me dire, en tant qu'utilisateur, ça me semble original, oh non, ça me semble complètement banal, je peux le prendre. Voilà. On va peut-être évoquer la question de qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux utiliser la musique, où est-ce que je m'adresse, mais en soi, il y a quand même, oui, pas une présomption d'originalité, mais se dire que si la musique existe, je dois me poser la question d'une protection par les droits d'auteur. Voilà. Très bien. On parle souvent de musique libre de droit. Oui. Qu'est-ce que ça signifie réellement une musique libre de droit? Et c'est quoi la différence avec une musique libre de droit et une musique tombée dans le domaine public? Oui, alors une musique est libre de droit, la dimension, l'expression libre de droit, à quel égard elle est libre de droit? Une fois que l'œuvre est tombée dans le domaine public, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ces fameux droits patrimoniaux, vous savez, ces droits d'exploitation, les droits de représentation, de reproduction, ceux qui durent toute la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort, de manière générale, il y a des exceptions. Mais donc l'œuvre peut être tombée dans le domaine public, puisque effectivement il n'y a plus de droits patrimoniaux. Et à cet égard, elle devient libre de droits, mais libre de droits patrimoniaux. Attention, il y a toujours ces fameux droits moraux qui consistent notamment au droit au respect de l'auteur, droit au respect de l'œuvre. Donc si jamais j'utilise une musique, même tombée dans le domaine public, elle est libre de droits patrimoniaux, mais je dois quand même créditer le nom de l'auteur et sa qualité. Et ça aussi, il y a des ayants droit qui vérifient bien les bonnes exploitations de l'œuvre de leur aïeul et qui vont pouvoir agir sollicitant sur le fondement du droit moral en disant oui, vous pouviez utiliser cette musique, vous pouviez en faire une représentation, pour autant vous n'avez pas crédité notre aïeul, donc à cet égard vous faites une violation du droit moral. D'accord. Donc, si vous voulez, libre de droit en soi, l'expression, il faut être extrêmement rigoureux. Elle peut être libre de droits patrimoniaux, mais jamais libre de droits moraux. Voilà. Donc, première chose par rapport au domaine public. Une musique peut être libre de droit avec les fameuses licences. Bon. Quand on dit libre de droit en soi, tout dépend de ce qu'a prévu l'auteur dans le cadre de ses licences. Si l'auteur a décidé, par exemple, de pouvoir placer son œuvre sur cette plateforme, il informe ab initio les utilisateurs en disant vous pouvez faire toute exploitation, même commerciale. Ce que je demande, c'est être bien crédité et qu'il n'y ait pas de modification de ma création. Ou ça peut être une licence encore plus large en disant OK, utilisation à titre commercial, vous pouvez même modifier ma création, tout ce que je demande, c'est être cité. Parfois, certains auteurs mettent leur œuvre sur des plateformes dites libres du droit, licence par exemple Art Libre, ou sur la licence la plus large au niveau du Creative Commons, qui est une licence assez connue. Je mets ma matière sonore musicale, vous pouvez en faire toute exploitation, je ne demande même pas à être crédité. Donc ces fameuses licences et des licences libres de droit, tout dépend de ce qu'a prévu l'auteur, si vous voulez, et des indications qu'il a données sur les usages possibles de sa création. Là, vous avez répondu à une question que je voulais vous poser, Ouais. c'est de savoir s'il fallait obligatoirement créditer l'auteur. En fait, ça va dépendre de la licence
qui protège son œuvre. Exactement, D'accord. exactement. Mais de manière générale, hein, même si mon œuvre est tombée dans le domaine public et qu'il n'y a pas de licence, on doit bien créditer au nom du droit moral. Alors vous avez parlé de la licence Creative Commons. Ouais. Est-ce qu'il y a des grands types de licences et si oui, c'est quoi leurs caractéristiques? Mhm. Par exemple, si on poursuit sur Creative Commons, Oui. ouais, on va avoir 6 niveaux de licence. Alors sans les énumérer, mais c'est assez intuitif. En tout cas, le site Creative Commons, c'est vraiment bien fait. C'est-à-dire qu'on va avoir différents, alors soit CC plus ND, différentes caractéristiques, différentes typologies avec des codes. Et ces codes, ça vaut contrat. C'est-à-dire que l'auteur a D'accord. choisi de placer avec ces différentes valeurs contractuelles les usages possibles. Donc typiquement, toute utilisation, même commerciale. Toute utilisation, sauf à des fins commerciales. Toute utilisation met un partage dans les mêmes conditions que moi je l'ai passé. Donc avec ce niveau de graduation, l'auteur passe contrat avec les utilisateurs. Et les utilisateurs qui vont exploiter ces matériaux n'auront pas à solliciter des autorisations spécifiques. C'est un contrat ab initio si vous voulez. Sur certaines plateformes, je pense à TikTok, Instagram, Oui. on voit des vidéos, des musiques très connues qui Oui. sont utilisées pour des vidéos, que ce soit des vidéos de particuliers, mais parfois aussi d'entreprises, de professionnels qui communiquent sur ces médias-là. Les artistes ont autorisé les plateformes à Tout à utiliser. D'accord. Tout à fait. C'est-à-dire que les plateformes, TikTok par exemple, ont une bibliothèque. Hein. Et dans cette bibliothèque, les autorisations et les licences ont été bien concédées avec les auteurs, avec les sociétés de gestion des droits d'auteur, avec les éditeurs. C'est-à-dire que tous les sons qui vont être exploités sont réputés avoir été autorisés par ces sociétés de gestion ou les éditeurs ou les auteurs directement. Bon. Quand vous faites un repartage d'une vidéo, ça fait partie des conditions générales d'utilisation sur TikTok, vous êtes parfaitement habilité à pouvoir le faire. C'est vraiment les CGU de la plateforme. En revanche, si j'utilise cette musique pour faire une captation et la remettre ici sur TikTok, ça ne sera plus valable puisque je n'utilise pas la musique de la bibliothèque TikTok. Même si c'est la même musique. Exactement. TikTok, on parle de TikTok, Oui. mais est-ce qu'il distingue le particulier de l'entreprise qui communique, elle, pour un usage commercial? Tout utilisateur. C'est-à-dire que l'atteinte aux droits d'auteur, si on ne parle que des droits d'auteur, par exemple compositeurs sur la musique, mais il y a également l'atteinte aux droits voisins, c'est-à-dire les droits des producteurs phonographiques et les artistes-interprètes, mais pour les droits d'auteur, c'est toute utilisation. Donc que ça soit dans un cadre commercial ou que ça soit le quidam, le simple particulier qui va chercher à communiquer, à faire une vidéo, même à fin non lucrative. Alors les évaluations en cas de préjudice, si vous voulez, seraient différentes si jamais le juge était saisi, mais pour autant, ça va être tout utilisateur. C'est vraiment la contrefaçon, le délit de contrefaçon ou la faute de contrefaçon civile qui va sanctionner toute utilisation totale ou partielle de l'œuvre sans autorisation, indépendamment du caractère commercial ou non commercial. D'accord. Voilà. Ça paraît rigide, mais ça vient vraiment protéger les auteurs sur leur création. On va parler d'images, de vidéos. De la même manière, de quelle manière est protégée une image, une vidéo? Exactement de la même manière que pour la musique. Vraiment, musique, images, photographie, dessin sont des œuvres de l'esprit. À cet égard, 2 critères de protection, la matérialisation de l'œuvre et son originalité. Donc à partir du moment où ces 2 critères sont remplis, l'œuvre va être automatiquement protégée. Le réalisateur n'aura rien à faire, il n'aura pas à déposer à la SACD, par exemple, Société des auteurs, des compositeurs dramatiques, qui gère également les œuvres audiovisuelles. L'auteur, réalisateur va être automatiquement protégé. Et il y a également les fameux droits voisins. Droits voisins, on dit souvent, si vous avez compris les droits voisins, c'est qu'on vous les a mal expliqués. C'est un petit peu technique, mais disons que les droits voisins, c'est des droits qui vont bénéficier aux auxiliaires de création. Ceux qui vont faire vivre l'œuvre par l'exploitation phonographique ou audiovisuelle, donc nos fameux producteurs. Et on aura également les artistes-interprètes. Ils ne sont pas titulaires de droits d'auteur, ils sont titulaires de droits dans le voisinage du droit d'auteur, en tant qu'auxiliaires de création, j'aime bien cette expression. Et à cet égard, ils sont protégés par les droits dits voisins du droit d'auteur. Donc sur l'enregistrement, il y a également des droits. Donc si je veux utiliser par exemple une vidéo protégée par le droit d'auteur, il faut également que je sollicite l'autorisation des titulaires des droits voisins, outre l'autorisation des auteurs. Mentionner une source, ça ne suffit pas. Il faut l'autorisation Tout à fait, des auteurs. Alors, il y a fort heureusement ces fameuses exceptions au titre de l'article L122-5 du Code de propriété intellectuelle qui liste quels sont les usages possibles sans autorisation de l'auteur. L'exception de citation, d'extrait ou de courte citation, on dit un court extrait ou citation, ça va être sur mention du nom de l'auteur et de la source,
Toutefois, il faut que mon extrait ou ma citation soit incorporé dans finalement une œuvre citante, mais qui soit à titre d'information, à titre pédagogique, à titre scientifique, critique, polémique, pour que ça soit valable. Donc si vous voulez, cette exception de courte citation, là aussi, démontons un peu les idées reçues, elle ne sera valable que si l'œuvre qui va intégrer la citation, elle revêt bien les critères scientifiques, pédagogiques, d'information, critique ou polémique. Mais du coup, quand vous parlez de courte citation, il y a une notion de durée. C'est quoi une courte citation? Tout dépend, justement, c'est une très bonne question. Ça sera toujours au cas par cas, en fonction de l'extrait incorporé et de l'importance de l'œuvre qui va incorporer. D'accord. Voilà. Donc, si vous voulez, on ne peut pas se dire, là aussi, il y a pas mal d'idées reçues qui circulent, que c'est de l'ordre de 3 secondes ou de 3 minutes ou de 16 secondes. Ici, ça va vraiment être une appréciation quantitative par rapport à l'œuvre intégrée et l'importance de l'œuvre qui est citée. Par exemple, si je veux faire une critique de film, Ouais. je peux prendre un plan de 2-3 secondes pour en faire une analyse. Tout à fait. Vous faites une vidéo, vous faites un podcast et vous mettez votre vidéo sur YouTube en tant que, par exemple, critique cinématographique ou de critique, par exemple, musicale ou critique pour les œuvres dramatiques. Vous pouvez effectivement prendre un court extrait. Voilà. Ici, vous allez bien protégé par cette exception du droit d'auteur. Vous n'avez pas à solliciter les autorisations. En revanche, l'extrait cité doit être raisonnable à proportion, évidemment, de votre podcast. Je voudrais qu'on parle de ce qu'on appelle les mèmes, les trends, ce qu'on a vu, par exemple, beaucoup de parodies de Bref à la rentrée. Est-ce que je peux reprendre ce principe de construction de vidéos Est-ce que j'ai le droit? Alors, première chose, l'exception de parodie, caricature, pastiche, comme on disait jadis, c'est bien, ça fait bien partie, si vous voulez, des cas de figure où je n'ai pas à solliciter les autorisations. Bon. D'accord. Toutefois, pour que l'exception de parodie puisse fonctionner, il faut bien qu'il y ait un but, un détournement important, vraiment qu'il y ait un travestissement sur l'œuvre de l'œuvre première, pour pas qu'il y ait de confusion entre cette œuvre première parodiée et la réalisation parodistique. Bon. Donc, non seulement un travail de démarquage important, mais également un but qui doit être faire rire, qui doit faire sourire et qui ne doit pas nuire aux intérêts, si vous voulez, des auteurs. Bon. Alors, vous allez me dire, mais tout dépend de la susceptibilité de l'auteur, mais si vous voulez, l'auteur doit quand même pouvoir souffrir un peu d'un détournement en dérision de sa création. Toutefois, cette exception de parodie, si elle fait bien partie, si vous voulez, des cas de figure pour lesquels les auteurs n'ont pas à donner leur autorisation, attention à l'usage commercial. Par exemple, si je parodie une marque, et dans le cadre, et je vais faire une collection avec des t-shirts, là, l'exception de parodie dans un cadre commercial ne pourra pas jouer. D'accord. Donc, il faut être très rigoureux sur l'exploitation effective qui va être faite de cette parodie. Moi, j'avais une question sur tout ce qui était IA générative. Oui. Je vais écrire un prompt sur un site d'IA qui va me générer une vidéo. Qui détient les droits de la vidéo que je viens de générer? Est-ce que je peux l'utiliser pour faire la promotion de ma société? Question d'actualité brûlante. Bon, à ce jour, même s'il y aura peut-être des évolutions juridiques importantes, mais l'intelligence artificielle, une IA, n'est pas protégée par les droits d'auteur. Pour pouvoir bénéficier, être titulaire de droits d'auteur, il faut qu'il y ait une personnalité juridique. Le créateur, justement, qui va mettre l'empreinte de sa personnalité pour que l'œuvre soit bien protégée, ce fameux critère d'originalité, ou que les droits d'auteur soient transférés à une personne morale qui aura la personnalité ici juridique. Donc, une intelligence artificielle n'est pas titulaire de droits d'auteur, ça serait faux de le dire. Même un animal qui, par exemple une vache avec sa queue, qui va faire une peinture, n'est pas titulaire de droits d'auteur, faute de personnalité juridique de l'animal en France. Si je dois prendre cette analogie. Donc, si vous voulez, il va y avoir des différents droits qui pourraient être concédés par la plateforme, c'est-à-dire au titre des conditions générales de vente, conditions générales d'utilisation. Donc là aussi, en qualité d'utilisateur, je vais pouvoir savoir précisément quels seront les usages possibles de cette matière que j'utilise, qui a été créée par l'intelligence artificielle. Toutefois, on ne peut pas parler d'une protection par le droit d'auteur à ce jour pour une IA. On arrive à la fin de ce podcast. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. J'espère que le podcast vous a plu. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous en faire part. Peut-être que ça fera l'objet d'un deuxième épisode. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Nicolas. Au revoir.